Bonjour à tous, c'est Guitou pour cette nouvelle vidéo Pokeren. Donc une vidéo plus poussée que les vidéos précédentes qui parlaient des mains de départ. On va essayer de parler ici de range de main. Donc avec plusieurs choses. Tout d'abord définir ce que c'est qu'une range de main, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends par là, qu'est-ce que les gens du poker entendent par là. Et voir en quoi c'est utile, en quoi c'est inutile et comment on peut l'utiliser pour l'appliquer à l'étude d'un coup. Et ensuite, en dernier, je parlerai donc de concepts plus évolués avec les concepts de range. Donc des concepts plus évolués que je maîtrise pas forcément totalement, que je connais, dont j'ai entendu parler, et dont vous avez sans doute entendu parler sans forcément savoir ce que c'est. Donc l'intérêt de cette masterclass Poker Rennes, c'est clairement d'abord d'apprendre des choses sur le poker, sur ce que les gens ont trouvé dans le poker, et ensuite utiliser au maximum ces choses pour le mettre dans votre jeu et donc vous améliorer. Donc une range de mains, on va commencer par ça, c'est l'ensemble en fait tout simplement des mains jouées par un individu à un moment donné. C'est-à-dire par exemple donc j'ai pris Step, il relance Under the Gun à 3 big blinds. Évidemment, à l'instant précis, on va pas pouvoir deviner sa main. C'est une croyance qu'on a qui ne doit plus vraiment être d'actualité dans le club, mais c'est une croyance que beaucoup de gens qui ne connaissent pas le poker ont et qu'on a eu sans doute à un moment donné, que les pros, leur capacité c'était de deviner en fait les mains qu'on avait, ce qui, euh, ce qui n'a absolument pas de sens. Il ne peut pas deviner une main de manière exacte, notamment quand on fait, par exemple, on est pré-flop, on relance UTG à 3 big blinds. On peut pas dire ah, lui il a As-Roi, ou il a paire de 9. Enfin, c'est impossible, pourquoi il aurait paire de 9, pas paire de 10. Donc en fait, la range, c'est-à-dire, c'est toutes les mains qui va jouer de la même façon dans cette même situation. Donc par exemple, Step relance UTG à 3 big blinds. Alors les noms, j'ai utilisé des noms de Pokeren, mais évidemment, c'est totalement aléatoire ce que j'ai utilisé. Et on dit qu'en fait, il relance de cette façon-là à 3 big blinds, 10-10 plus et As-Dame, As-Roi. En gros, il va pas relancer autre chose et il va relancer que ça. Et alors évidemment, le problème principal d'une range, ça va être de quoi ça dépend, et ça dépend d'énormément de choses. Déjà, ça dépend de toutes les choses qu'on avait dit sur les mains de départ, c'est-à-dire type de jeu, buy-in, objectif, hauteur de blinde, montant des tapis, nombre de joueurs, etc. Et ça dépend également de tout un tas d'autres concepts en fait, de metagame, des mises qui ont été effectuées avant, du feeling, un peu du moment, si j'ai mangé des pâtes plutôt que du poisson, mais honnêtement ça dépend vraiment de ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous allez jouer un jeu parce que vous êtes énervé, vous avez reçu un texto débile, ça peut être des tels que vous avez observés, du coup vous dites ah ben là je peux jouer ce jeu là, etc. Alors normalement, effectivement, plus on veut aller vers un poker professionnel, moins les ranges doivent dépendre de feeling, de choses, de tilts de la vie de tous les jours, et ils doivent beaucoup plus dépendre de la raison, des mathématiques, de choses, d'arguments, on va dire, convaincants. Mais même un professionnel a des sentiments, a des moments où ça va moins bien, a des moments où ça va mieux. C'est ce qu'on appelle également le A-game quand on joue de la meilleure façon qui soit très concentré, etc. Donc, en gros, une range va dépendre d'un nombre de facteurs énorme. Et du coup, on peut d'abord, dans un premier temps, se poser la question de l'utilité. Alors, la première utilité, c'est le but, ça va être de deviner effectivement la range de l'adversaire, c'est la première chose à faire, parce que
Alors, quand on connaît la range de l'adversaire, en fait, ça revient à connaître son jeu, et le théorème de Slansky dit, si vous connaissez le jeu de l'adversaire au poker, vous avez gagné. C'est en gros le but, même si, évidemment, la variance et les probabilités vont faire en sorte que de temps en temps, vous allez perdre des coups alors que vous étiez devant. Le fait est d'être devant absolument tout le temps va faire en sorte que bah, vous gagnerez facilement. Si vous êtes un super utilisateur, vous allez gagner énormément d'argent avec des comptes qui vous permettent de voir, euh, de voir les cartes adverses. Donc connaître la range de l'adversaire, ça revient à gagner en fait au poker. Mais pas seulement, connaître sa propre range, ça revient à connaître sa propre image normalement. Et ça revient du coup déjà à mieux se connaître soi-même et à mieux savoir ce que vous renvoyez aux adversaires. Donc il y a deux choses. Il y a connaître la range de l'adversaire qui est extrêmement difficile évidemment. Et il y a connaître sa propre range qui n'est pas si facile que ça finalement. Et donc réussir à maîtriser l'un ou l'autre ou de manière au moins approchée, c'est déjà très intéressant. Alors il y a des cas où connaître la range va être beaucoup plus important. Par exemple dans le jeu entre 10 et 30 blinds, les push, les restyles ou fold, donc vont être clairement déterminés par des ranges optimales, c'est-à-dire des ranges si vous éloignez de ces ranges, vous allez automatiquement perdre plus d'argent. Alors, c'est à prendre avec des pincettes ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a un système de jeu en fait, et c'est ça la dernière question, c'est une stratégie de jeu optimale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre plus quoi que fasse l'adversaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le poker optimal, c'est-à-dire on va essayer de trouver un équilibre de Nash, donc là c'est de la théorie des jeux, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, en tout cas pas dans cette masterclass, mais en gros on va essayer de trouver une stratégie qui fait qui fait en sorte que quoi que mon adversaire fasse, de toute façon mon EV est maximal. Alors après, ça veut pas dire que je vais gagner le maximum que je peux gagner, parce que si mon adversaire joue n'importe comment, je vais prendre un exemple assez absurde. Par exemple, vous êtes en heads up, votre adversaire, donc vous savez que votre adversaire il relance à tapis que les as. Vous savez ça. Euh, et vous avez paire de dames. L'adversaire relance à tapis. Qu'est-ce que vous devez faire? Bah, vous devez folder. Parce que vous savez que l'adversaire relance que les as. Et du coup, vous gagnez de l'argent puisque quand il relance, bah vous foldez et puis dès qu'il relance pas, bah vous pushez et du coup l'adversaire peut rien faire puisqu'il a pas les as. Donc là il faut folder paire de roi, il faut folder paire de dame, paire de roi. Sauf que en fait il n'y a aucun adversaire qui fait ça. Et imaginons maintenant que vous connaissiez pas votre adversaire. Bon bah si vous connaissez pas votre adversaire, s'il push, le théorème donc de Nash, enfin l'équilibre de Nash vous dit que paire de dame, il faut absolument y aller. Parce que si lui joue pareil de manière optimale, paire de dames est devant justement sa range. Bon, on rentre dans des considérations un peu extrêmes, mais voilà, le fait de connaître les ranges peut permettre d'essayer de trouver euh, une stratégie de jeu optimale. Ce qui n'est pas possible, je vous rassure, sinon le poker aurait aucun intérêt et les pros ne savent pas. C'est possible dans certains cas, dans un sorte de poker simplifié en heads up, etc. Mais en règle générale, c'est évidemment pas possible. Alors, la range c'est utile, mais c'est aussi inutile dans un certain sens, c'est que on connaît pas notre propre range. À tout moment, vous pouvez essayer, vous vous dites, tiens, là je joue ce jeu, quels sont tous les jeux que je jouerais de la même façon à ce moment-là? Et honnêtement, c'est pas forcément évident. Vous avez peut-être l'impression que vous allez jouer ces jeux-là, etc. Mais peut-être qu'un jour vous allez craquer, vous allez jouer 9-8 de cette façon, et vous aurez jamais pensé jouer 9-8 de cette façon. Alors est-ce que c'est parce que c'est cette journée qui se passe comme ça et que vous voulez jouer 9-8? Voilà, à un moment donné, vous jouez un jeu donné. Du coup, connaître tous les types de jeux que vous jouerez de la même façon, c'est finalement pas si facile que ça. Alors, nous-mêmes, on connaît pas notre propre range.
comment on va réussir à deviner la range de l'adversaire? Ça commence à devenir un peu extrême. On est censé deviner quelque chose que même l'adversaire, lui, ne sait pas. Peut faire des choses particulières, des moves, comme on appelle ça au poker, des moves bizarres. Donc, honnêtement, une range, on pourra jamais la définir de manière parfaite. Ça, c'est sûr. D'où l'inutilité, on va dire. Cependant, si je vous en parle, etc., c'est que c'est clairement utilisé. On va parler de range, bien entendu, euh, mais on va définir une range approchée. Vu qu'on ne connaît pas la nôtre, qu'on ne connaît pas celle de l'adversaire, on va définir une range approchée. Alors ce que j'ai appelé extension de range, c'est-à-dire que la range optimale, c'est celle réelle que l'adversaire ne connaît pas. La range approchée, alors premièrement, il faut être très honnête avec les capacités qu'on a à lire. Par exemple, moi je suis pas très bon dans ce domaine, j'ai plus le côté mathématique pour l'instant, j'essaye de m'améliorer dans ce domaine. Mais Bruno, qui en NL2 est très très bon par exemple, est capable de lire très bien des règles de NL2 et c'est comme ça qu'il gagne en NL2. Donc il faut être honnête, il faut se dire je sais bien lire les gens et il faut surtout pas se dire ah je suis sûr que là le mec a As-Roi. Bah attends, est-ce que t'es sûr qu'il peut pas avoir As-Dame, etc. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui me disent eux-mêmes de pas être très très bons et qui vont me dire oh mais là je suis sûr qu'il a ça ou ça à la limite. Il me donne deux possibilités de jeu quoi. Il y a As-Roi ou As-Dame. C'est As-Roi ou As-Dame. Ben pourquoi moi j'aurais joué de la même façon As-10 ou une paire de 9 qui aurait touché Brelan. Enfin il y a d'autres possibilités qu'on va pas forcément prendre en compte. Et ça c'est la deuxième chose. Il faut toujours, si on est honnête avec soi-même, prendre la pire range possible si on doute. Qu'est-ce que ça veut dire la pire range? C'est pas forcément la plus large, parce que des fois ça nous arrange, c'est la range qui nous arrange le moins, dans le cas. Si vous prenez la range qui vous arrange le moins, que vous voyez que vous êtes devant, que vous jouez bien, bah dans ce cas-là, euh, la range réelle, forcément c'est moins bien pour lui, donc vous êtes encore plus devant. Donc on va dire que plus vous prenez une range horrible, par exemple, vous dites qu'un joueur, bah on va prendre ça, un joueur relance, vous 3 bêtes, vous 3 bêtez, et là il 4 bêtes. Et vous connaissez pas du tout sa range de 4 bêtes. Si vous voulez faire une extension de range en prenant la pire range possible, on va dire qu'il 4 bêtes que avec As-As, ce qui vous arrange pas. Donc votre jeu, quelle est la conclusion que vous en tirez? C'est de folder. Alors, le problème quand on prend la pire range, c'est qu'évidemment, on va faire des erreurs. Puisque là, on n'était pas censé folder. Enfin, peut-être qu'on était censé folder, peut-être pas. Mais en tout cas, il 4 bête pas que As-As. Il va peut-être 4 bête aussi Roi-Roi, Dame-Dame. Bon, bah, je vais prendre Roi-Roi, Dame-Dame. Je vais dire qu'il va 4 bête aussi As-Roi. Bon, je vais remettre As-Roi. Et puis je vais dire qu'il va 4 bêtes As-Dame. Mais en fait, ce mec-là va jamais 4 bêtes As-Dame. Et là, je vais commencer, tu vois, vous voyez, à élargir sa range et je vais faire des erreurs dans l'autre sens. C'est-à-dire que il y a toujours ce côté entre je lui mets trop de jeux dans sa range, ce qui me permet souvent de trouver un argument pour payer, ou alors je lui mets très peu de jeux dans sa range, justement les jeux qui sont horribles pour moi. Et là, on va souvent avoir un argument pour folder. Et le but, c'est de mettre suffisamment de jeux tout en n'exagérant pas. Euh, Notre façon, évidemment, si à chaque fois que quelqu'un vous relance, vous pensez qu'il a les as, bah vous jouez jamais. Et personne fait ça. Donc voilà euh, pour ça. Donc ça c'était la première partie, définition de range. Je vais vous montrer deux jeux. Alors on va utiliser un peu le tracker. Comment utiliser, ou comment moi en tout cas j'utilise le concept de range de manière très précise, très pragmatique. Je vais utiliser donc Equilab qu'on a déjà vu avec les choses.
Et je vais utiliser le tracker pour la première fois. Alors un tracker très simplifié, c'est pas celui que j'utilise. Donc vous avez le nom, alors le HUD, hein, parce que le tracker c'est tout le programme, ça c'est le HUD. Vous avez le nombre de mains, donc évidemment j'ai pas énormément de mains sur les joueurs, puisque bon, c'est des tournois, donc ça dépend de qui on rencontre en tournoi. J'ai énormément de mains sur moi, bon, ça c'est anecdotique forcément. Alors, il y a ce chiffre-là, c'est le VPIP, donc c'est-à-dire le nombre de mains, en gros le pourcentage de mains que l'adversaire va jouer, va rentrer dans des coups volontairement. Ça va être son pourcentage de mains. Ça va être le pourcentage de mains qu'il va relancer. C'est-à-dire qu'il va jouer 26% des mains et il va relancer 14% des mains. C'est-à-dire que, alors c'est assez difficile, enfin c'est assez particulier, c'est pas le pourcentage de mains qu'il va relancer par rapport à ceux qu'il va jouer. C'est le pourcentage de mains qu'il va relancer en tout. C'est-à-dire que le pourcentage de mains qu'il relance en vrai, c'est 14 sur 26. Donc c'est à peu près une main sur deux. Il relance une main sur deux quand il joue. Et il imp une main sur deux. Ça c'est le pourcentage de 3 bêtes. Donc 6% c'est beaucoup de 3 bêtes, ça va. Et l'autre c'est le facteur d'agression, c'est un peu particulier, c'est savoir comment l'autre agresse. Donc voilà, c'est parce que évidemment les ranges mains, je sais plus si je l'ai dit, mais l'essentiel c'est de connaître les adversaires. Ce n'est pas une analyse entièrement mathématique. C'est évidemment la range de main, c'est connaître les adversaires. C'est ce qui va vous permettre ensuite de faire une analyse mathématique. Et votre analyse mathématique sera d'autant plus précis que votre range de main est d'autant plus précise. C'est pour ça que je dis qu'au poker, tout est mathématique, mais en même temps, pas seulement. C'est-à-dire que tout est mathématique, mais à condition de bien savoir lire, d'avoir un bon feeling, etc. Donc, et ça, il n'y a pas de recette, il faut à la fois l'expérience et puis à la fois des bonnes réflexions. Donc moi j'ai As-Roi, bon UTG mais bon on est 5, donc de toute façon As-Roi suité, UTG ça se relance aussi, donc je vais faire une relance. Alors je sais plus quel tournoi c'est, ça commence à dater, le 17 février. J'étais pas forcément à mes relances à deux fois tout le temps. Et il suffit que ça soit un 2 € ou un euro, j'aime bien relancer un peu plus cher, surtout quand j'ai des mains. Parce que les joueurs dans ces tournois-là, ils payent de toute façon. Donc autant mettre de l'argent dans le pot, faire grossir le pot des pré-flops, plutôt que jouer forcément small ball. Donc je relance 2 fois et demi. Je suis payé, alors ce joueur-là, donc qui va nous intéresser tout le long du coup, c'est en gros une calling station pré-flop. 31% de jeux qui jouent et 3% de relance seulement. Donc il relance une main sur 10 qui joue. Ce qui est très faible. 0,3% de 3 bêtes. Ce qui est très très faible. En gros, si nous avait 3 bêtes ici, alors j'y serais allé parce que c'est As-Roi suité que je me vois mal folder As-Roi suité, mais c'est vrai que vu les stats, bon alors c'est des stats sur 31 mains, donc la stat de 3 bêtes est pas très... Pardon pour ça. La stat de 3 bêtes est pas très relevant en anglais, elle est pas très... je trouve plus le mot. Euh, c'est pas grave. Enfin bon, elle est pas très intéressante parce que sur 31 mains, on n'a pas eu l'occasion de le voir beaucoup 3 bêtes. Donc voilà, par contre, ça commence à devenir intéressant de savoir qu'il a 31% de call et 3% de raise. C'est quand même quelqu'un qui a une tendance à coller, à aller voir des flops. Là, par exemple, il colle alors il a que 20 big blind, que je relance UTG. Enfin, bon, c'est très curieux. Et Zo du coup va folder. Et on tombe sur un flop. Alors, un flop qui est à la fois dangereux, As-Dame 9, tirage dans tous les sens, surtout vu sa range. Alors oui, vu qu'on parle de range, on parle de range pré-flop. Non, pardon. Alors j'ai mis une range, du coup, vu qu'il a un VPIP pour l'instant de 31%, j'ai pas d'autres informations, donc je vais lui mettre une range de départ de 31%. Et s'il joue 31% des jeux, c'est quand même tous ces jeux-là. Donc il va me payer, alors peut-être que je devrais pas regarder cette stat, peut-être que je devrais regarder plutôt la stat de
match de call, plutôt que, parce que ça peut être aussi, des fois il limp, il open limp, etc. Mais bon, là on va le jouer avec très peu de stats, c'est 31%. Ça veut dire ce que ça veut dire, il faut pas dire que c'est forcément, il va jouer forcément ces jeux-là. Il peut jouer des jeux au milieu, et puis ne pas jouer valet 8 machin, selon, à mon avis, il joue plutôt selon son instinct, selon l'envie du moment, ce type de joueur-là. Donc c'est pas ce que ça veut dire, mais d'un autre côté, ça donne déjà une idée de si c'était voilà, si c'était un bon joueur, qu'est-ce qu'il jouerait comme type de jeu. On voit déjà qu'il y en a beaucoup, c'est ça qu'il faut se dire déjà dans un premier temps. Il y a beaucoup de jeux, il y a tous les meilleurs. Alors on peut peut-être enlever As-As parce qu'il nous aurait peut-être relancé, As-As, Roi-Roi. Mais en tous les cas, il y a quasiment tous les jeux. Il nous aurait payé avec quasiment tous les jeux. Et il tombe un flop qui n'est pas trop dangereux pour l'instant, puisque il y a deux cœurs, mais où il y a énormément de tirages. Parce que, en gros, quand on regarde tous ces jeux-là, il y a As-Valet, il y a As-10, il y a As-9. Tout cela, c'est des jeux à tirage. Alors, je vais miser. Euh, donc, je vais c-bet. Déjà parce que, comme il y a énormément de tirages, je vais me payer avec des jeux moins forts. Et, et puis c'est tout. Et voilà, donc je vais me faire payer par des jeux moins forts. S'il a évidemment deux paires machin qui sont dans sa range, on regarde le nombre de jeux, là je bats à peu près tous les jeux. D'ailleurs, si vous voulez voir, on peut faire appliquer, donc on applique toute sa range. Moi j'ai quoi? J'ai As-Roi, donc mettre As-Roi suité, et au flop, je vais mettre As-Dame 9. Et je gagnerai dans 78% des cas. Donc, autant dire qu'on est clairement devant sa range pour ceux qui. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Donc, on va s'ébête pour value, puisque en plus, il va me payer avec énormément de jeux de la range que je bats toujours. Ce qui fait d'ailleurs. Et alors, au moment où il paye, déjà on peut réévaluer sa range. C'est-à-dire que As-Dame 9, on va pouvoir enlever, je pense, quand même toutes les paires. Même en étant bête, toutes les paires en dessous du 9, on va pouvoir les enlever parce que évidemment ils ont plus il y a 3 overcards, ça commence à devenir un peu tendu. On va laisser tous les as, ce qui est très capable de payer au moins une fois avec n'importe quel as. On va laisser évidemment les doubles paires, les jeux qui nous battent, mais on va laisser aussi tous les jeux à tirage. C'est-à-dire roi valet, roi 10, dame 10, dame valet, parce que je pense que ce profil va me payer avec énormément de tirages. Donc roi dame, dame dame évidemment, dame valet. Donc là tout cela, on va laisser tous ceux-là. Alors on va laisser ces jeux-là, mais seulement ceux à cœur. Bon, je vais pas le faire parce que c'est un peu compliqué dans Equilab. On va retenir que s'il a roi 5, roi 6, roi 7, c'est à cœur. Donc parce qu'il a les tirages cœur, il a les tirages quinte, il a les deux paires, voilà. Dame 7, alors Dame 7, oui, Dame 7, il a une deuxième paire. Valet 8, c'est pareil, il a tirage, je pense qu'il va jouer tous ses tirages. Alors peut-être 9 et 8 suités, ça devient un peu exagéré parce qu'il a pas de tirage. Mais 9 et 10, je verrais bien jouer 9 et 10, puisque quoique 9 et 10 c'est un peu limite. Allez, j'enlève 9 et 10 parce que c'est quand même vraiment limite, il a même pas de tirage quinte. Troisième paire, ce serait un peu particulier. Donc il paye. Donc pour l'instant, on est clairement encore devant sa range. Là, c'est une mauvaise nouvelle. Alors c'est à la fois une deuxième paire, mais qui fait rentrer la couleur. Ceci dit, il a énormément de jeux dans sa range. Il a pas tellement... il a pas spécialement la couleur. Donc je pense qu'il faut encore miser. Déjà, il faut protéger parce qu'il va nous payer. S'il a un seul cœur, il va nous payer. Ça fait aussi rentrer 10 valets.
Ce qui est... Voilà, ça fait rentrer des quintes, ça fait rentrer 10 valets, ça fait rentrer... Mais ça nous donne une double paire. C'est-à-dire que si la roi-dame, dame-neuf, etc., on est toujours devant. Et il peut nous payer avec une double paire. À mon avis, hein, c'est toujours d'ailleurs le problème de ça, du poker, c'est qu'il faut raisonner avec son avis, on peut avoir tort. Mais à mon avis, ici, il peut très bien nous payer avec juste une double paire. Donc je pense que j'ai remisé. Voilà, une mise quand même assez grosse. J'ai clairement envie de lui prendre un maximum, j'ai deux paires. Il peut avoir touché, mais honnêtement, voilà, on va peut-être enlever. On est encore devant, vu la range qu'on lui a laissée. Et là, il paye juste. Alors, ce qui n'est pas forcément bon signe, parce que c'est quand même assez gros. Le fait de payer ici, on va quand même enlever des petits as. Alors, sauf ceux qui sont hackers, hein, évidemment. Et par contre, ça enlève. Alors, c'est là que c'est intéressant. Ça enlève tous les rois. On avait dit qu'on gardait les rois, donc à part roi-dame. Oui, roi valet, roi 10 pour les quintes. On a enlevé tous les rois. Ça enlève tous les rois de cœur. Donc, ça enlève quand même un certain nombre de tirages à cœur. Là, c'est pareil, Dame 9 suité, c'est sans les cœurs, vu qu'il y a des cœurs. Donc, il peut pas avoir couleur. Finalement, il y a quoi avec quoi il a couleur? Il a couleur avec As quelque chose de cœur. Ou Valet 8 de cœur, Valet 10 de cœur. Bon, là, il a même quinte flush avec Valet 10 de cœur. Donc, bon. La probabilité finalement qu'il ait couleur est pas si énorme. Par contre, il a quand même Valet 10. Alors, mais il a aussi beaucoup de deux paires. Donc, est-ce qu'il continue là à payer avec Dame Valet? Moi, je pense qu'il continue à payer avec Roi Valet, Roi Dame, parce qu'il a touché deux paires, Roi 10, etc. Il peut continuer à payer avec As 7, As 8, peut-être qu'il a As 9, As 10, As Valet, parce qu'il a tirage, etc. Euh, Valet 9 suité, ça n'existe pas. Valet 9, je pense que là, il doit commencer à folder. Bon, clairement, là, sa range commence à être réduite. Et finalement, on bat. Alors, on bat plus ça. On bat Roi Dame, Roi Valet, Roi 10. On bat Dame Valet, Dame 10, Dame 9. Honnêtement, Dame 8, Dame 7, je pense que là, avec l'apparition d'un roi, il va folder. On bat pas Valet 10, on bat pas Dame Dame. On bat pas 9-9. Je pense que 10-10 Valet-Valet, il devrait commencer à folder. Alors peut-être qu'il a le 10 de cœur aussi ou le Valet de cœur. On bat pas Dame 10. On bat Dame 10. On bat Dame 9. On bat quand même un certain nombre de jeux encore. Et on bat pas. Enfin, on ex aequo avec As-Roi. On bat As-Dame. On bat As-Valet, etc. Il peut avoir As-3, As-Dame off avec l'As de cœur aussi. Donc voilà. Et à la river, donc il a payé. À la river, c'est une carte finalement qui est horrible. On va dire que ça aurait été pire si ça avait été un quatrième cœur. Mais en fait, la dame est horrible. Pourquoi? Parce que quand on regarde sa range, donc il a les as avec la flush où il nous bat. Et maintenant, toutes ces dames nous passent dedans. Donc évidemment, carré, etc. Mais là, il n'a pas beaucoup de combinaisons de carré. Mais roi-dame. Roi-dame nous défonce. Dame-valet, dame 10. Dame 9. Euh, voilà. Tout cela nous bat. Qu'est-ce qu'on bat finalement? On bat roi 10, roi valet. On bat des tirages ratés. Et du coup, il n'y a plus vraiment de raison de miser. Ici, si on mise, déjà on doit miser 8000, donc on doit miser son tapis. Et si on mise, clairement, il va folder tous ces jeux qu'on bat. Alors peut-être qu'il va garder As-Roi ou As-9, mais As-Roi on le bat même pas, quoi. Peut-être, voilà, il y a peut-être de la value sur... Mais As-9 non plus, parce que As-9, en fait, il partage. Alors peut-être qu'il va payer pour partager, mais... Et par contre, il va nous payer avec tous les jeux qui nous battent. Et là, il commence à y en avoir un paquet. Et alors, j'avais mis ça sur Pokerman parce qu'effectivement, c'est lui qui fait tapis. Et là, c'est délicat. On a top de paire, on s'est dit bah, que c'était un bon jeu, que ça a continué à être un bon jeu. Et là, il nous met 8000 dans 12000, ce qui en plus n'est pas très cher.
Le problème, c'est qu'on regarde et qu'on ne bat pas grand-chose. Il y a un autre problème, c'est que ce profil de joueur que je commence à connaître, donc qui limpe énormément, etc., bluffe assez rarement river. C'est un profil de joueur qui attend de toucher et puis qui, dès qu'il touche, push. Donc le problème ici, c'est que clairement, si ce que je dis est vrai, c'est-à-dire si on sait que ce profil de joueur va pusher que quand il est sûr de gagner, en gros il a soit flush max, et je le verrai même plutôt sur un full, genre dame 9 ou roi dame. Je pense que roi valet, roi 10, il osera pas ici bluffer. Et finalement, bah 10-10, valet-valet, ça a plus de sens. Il faudrait qu'il ait transformé sa main en bluff. Peut-être qu'il pourrait bluffer avec As-Roi, As-9, avec l'As de cœur, voilà, un As. Ou il penserait pas que c'est un bluff, il penserait peut-être qu'il y a ces jeux-là. Valet 10, bon bah, Valet 10 peut-être qui mise. Valet 8, je pense qu'un bluff pur et dur, c'est pas vraiment, mais il y a énormément de full, quoi. En gros, on est battu par les flushs, on est battu par les fulls, on est battu par de simples brelans. Notre, notre main vaut plus rien, et si on le fait, voilà, on applique. Donc c'était ça, on rajoute le roi de cœur, et la river, la dame de pique, ok. Alors normalement il nous faut... alors évidemment on a un peu plus, c'est parce que sa range, elle est pas... elle est pas complète, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il faut que je dise que les as là sont colorés en rouge, évidemment. Sinon, sinon ça ne veut rien dire. Donc on va faire sélectionner les couleurs, on va dire que c'est que du cœur. Et voilà. Donc j'ai 29% de chance de gagner en gros si je considère que il fait. Alors le tracker me dit qu'il me faut 28% en théorie puisque j'ai que 8000 à rajouter dans 20 000. C'est pour ça que c'est un coup où j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai rien à rajouter, j'ai quand même deux paires et je pense qu'il y a quelques mains comme ça. Mais on pourrait être beaucoup plus pragmatique et dire qu'en fait, bah en fait il va jamais bluffer, enfin voilà, il va jamais faire ça avec ces mains-là puisque maintenant il va plus rien et il va peut-être même pas faire ça finalement avec la quinte. Et bon, si on fait ça, en gros, on a 2,46%. Donc quand j'ai 29%, c'est en rajoutant le fait qu'il mise avec As-Roi, As-Valet, As-10. Et c'est les seuls cas où je gagne. Et là, clairement, en tout rouge, ça veut dire ne payons pas, ne payons pas. Euh, donc clairement, j'ai fold. Et je pense avoir bien fait au vu de ça. Alors l'argument final, c'est bien ça, c'est que ce type de joueur va très peu bluffer à la river. Et s'il bluffe, j'avoue que c'est un bluff assez particulier parce que c'est très très dur à bluffer un board comme ça. Et on est parti d'une range qu'il avait très loose. Et honnêtement, on a réduit au fur et à mesure parce qu'il va pas payer avec rien tout le temps pour bluffer. Il a un petit tapis. Donc ce fait d'avoir un petit tapis, c'est ça aussi. Il va pas non plus durer. Donc voilà, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, même avec As-Roi, même avec deux paires. Je pense que c'est un fold. Vous pouvez dire sur le forum ce que vous en pensez. Pour moi, ça l'est. Bon, on va passer à la main suivante, qui est un peu différente. Donc cette fois-ci, j'ai As-8. Et il y a un limp. Donc alors bleu pour moi, ça veut dire plutôt calling station. Rouge, c'est plutôt large agressif. Donc large agressif, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça peut être, c'est très souvent des mauvais joueurs puisque je joue
En plus, à l'époque, je jouais en dessous de 5 euros. Donc, quand on est large agressif et qu'on joue à 5 euros, très clairement, euh, on a très rarement un très bon jeu. Donc là, on a deux larges agressifs en rouge. Vert, c'est bon joueur et ça, c'est serré. Donc, c'est un large agressif. Alors, j'ai que la suite, il y a des gens derrière. C'est une position assez relative. Mais il y a un limp et d'un joueur agressif. Agressif, mais qui paye beaucoup. Enfin, il est agressif. Voilà, il faut pas prendre les mis rouges ici. Ça voulait dire fiche en fait aussi au début rouge. Donc, voilà ma façon de mettre. Il relance 40%, mais enfin, il paye juste 40%, mais il raise 18%. Et il relance, enfin, il limp autant UTG que après ailleurs quoi. Là, on a aussi un 43-17, donc bon, autant dire, c'est pas mal. Et donc les trois joueurs payent. Alors on va s'intéresser à Manu parce qu'en fait la villa va pas nous poser de problème avant, mais en fait en gros ils ont la même range, c'est-à-dire une range de 40%. Du coup c'est énorme quoi, ils ont à peu près tous les jeux. Alors est-ce qu'ils ont vraiment tous ces jeux? En fait je crois pas parce que c'est quand même des joueurs agressifs. Par exemple Roland il 3 bet 5,5%. Là il y avait une situation potentiellement de 3 bêtes. Et lui il relance 18%. Donc dont 11% en early position ici. Bon, il n'y a que 9 mains, donc ça veut pas dire grand chose, mais quand même, on va utiliser un concept qu'on verra après, qui est qu'on peut lui enlever toute sa range forte en fait de mains, toutes les mains avec lesquelles il aurait relancé. Toutes ces mains-là, c'est pratiquement sûr qu'il les a pas. Alors peut-être il a un peu plus de paires, il aurait relancé un peu plus d'as, voilà, bon, quelque chose comme ça. Mais c'est clair que ces mains-là, a priori, puis il a moins d'as suite parce que c'est moi qui a suite, c'est clair qu'a priori, il a plus une range qui ressemble à ça que la range entière de jeu. Donc ça peut aussi être 9 et 4 parce que c'est son main fétiche, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc tout le monde a payé, j'ai top pair, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est encore un flop difficile, hein, sinon ce serait pas drôle. La villa check, Manu check, donc regardons quel jeu on bat, franchement, quel jeu nous bat 3 valets, Dame 10, donc ils sont tout à fait dans sa range. Les As, a priori, c'est des As plus faibles que nous, quasiment tous. Enfin, peut-être il a As 9. Allez, on va rajouter As 9, comme ça on va se dire qu'il a un aussi As 9 et c'est difficile. Mais sinon, sinon il y a rien quoi. Enfin, il y a quelques tirages. Bah, par contre, il y a des tirages. Si jamais il a une dame, forcément il y a des tirages, etc. Pareil pour lui, j'ai pas fait l'analyse, mais en gros, l'analyse est la même. Donc là, clairement, je vais miser pour protéger en value. Je mise un 4000, ce qui est assez cher, c'est pas mal, je misais cher à l'époque. Et il paye. Donc là, pour payer, on va lui enlever quand même les mains qui n'ont pas du tout touché, comme les paires qui veulent pas dire grand chose ici. Des mains 7-8, 7-9, 8-9. Hein. Par contre, on va lui laisser quand même des tirages, hein, des tirages même moyens. On va lui laisser toutes les paires. On va peut-être lui enlever ça. Voilà, on va lui laisser toutes les paires qu'on touché. Voilà. Une dame. Alors là, c'est pas terrible. Mais en même temps, en gros, là, beaucoup de joueurs vont se dire: ah putain, il suffit d'un 10, la dame est pas la meilleure carte, c'est clair. Surtout qu'elle lui donne beaucoup de double paires. Mais il lui suffit d'un 10 pour avoir la carte. Sauf que les 10, finalement, on regarde, il y en a pas tellement quoi. Il y a Valet 10, il y a Dame 10, mais du coup, il avait déjà 15, donc de toute façon, ça change pas grand chose. Re Valet 10, 19, 18. Il n'y a que ces jeux-là en fait. Après, ce qui est plus ennuyeux ici, c'est évidemment les doubles paires. Il recheck, de toute façon il aurait checké avec un 10 pour me laisser miser, donc là ça veut pas dire grand chose. Et du coup je vais checker, j'ai aucune raison, j'ai un jeu qui est à la fois meilleur que lui, a priori, et à la fois, voilà, soit je suis très loin devant parce qu'il a As 4, As 5, etc. Ou Roi 9, ou Roi 8,
soit je suis très loin derrière puisqu'il a le 10, il a double paire, bref. Il n'y a rien, autant essayer d'avoir un showdown le moins cher possible. Et là je tombe sur un 8. Alors là c'est une carte difficile, parce que ça me donne deux paires. Donc je passe devant toutes ces deux paires, c'est-à-dire roi valet, dame valet, roi dame, etc. Je suis battu quand même par les quintes et par les brelans, mais il a très peu de brelans. D'ailleurs, il a aucun brelan, hein. Si on regarde la range que j'ai décrétée, il a absolument aucun brelan. Il a quelques 10. Voilà. Bon là il check, et là, quand il check, ça montre quand même encore de la faiblesse, parce qu'avec un 10, il aurait probablement misé. Pourquoi? Parce que comme j'ai checké le turn, je peux redécider de checker. Donc clairement, le check là montre de la faiblesse. On peut enlever Dame 10, des jeux. Honnêtement, je vais même enlever les 10, carrément. Alors peut-être des fois certains pourront checker un 10, etc. Mais on va reprendre dans sa tête, on va enlever les 10. Peut-être qu'il a des 10. Mais, je veux dire, 10% du temps, il va oser faire ça. S'il veut value, c'est maintenant qu'il faut value. C'est quand même quelqu'un d'agressif. À la base, on l'a vu, il a 11,8% d'agressivité. Donc techniquement, avec un 10, je pense que là il aurait agressé, il aurait tenté un truc, il aurait tenté tapis, etc. Donc c'est ça. Les deux paires, il l'aurait pas forcément tenté, parce qu'il y a... Il y a quand même moi, je pourrais très bien avoir un 10 également, donc il aurait pas spécialement tenté. Alors là, est-ce que je peux me faire payer par moins bien? Bah, si j'enlève les 10, effectivement, je vais me faire forcément payer, voire sur-relancer par un 10. De toute façon, je vais me faire sur-relancer par un 10. Et je vais me faire... Alors, est-ce que je peux me faire payer par moins bien? Bah, honnêtement, je pense que je peux me faire payer par tous les as. Peut-être même les rois. Bon, je sais pas si je vais me faire payer vraiment par les dames ou les valets. Et surtout, je peux me faire payer par deux paires. Donc, il y a quand même de la value ici, même si le board a l'air beaucoup autant dangereux, on va dire, que la fois d'avant. Mais il faut pas mettre trop cher, parce que si je mets 13 000, là il va me payer qu'avec un 10. En gros, c'est ce qu'il attendait. Donc je vais faire un tout petit bet, 4500, vraiment là un value, un sin value bet, on appelle ça, c'est un value bet qui est juste là pour qu'il me paye avec juste en dessous de moi, juste moins bien. Et c'est incroyable parce que pour le coup ça a marché, il paye et en fait il avait roi 5. Et alors c'est rigolo parce que Roi 5 est bien dans la range, donc quelque part on se dit que notre range c'était pas non plus n'importe quoi ce qu'on a fait. On a bien réfléchi et on a réussi à se faire payer euh, par Roi 5, ce qui est absurde, mais donc lui a assez mal joué le coup, hein, il faut bien le dire. Limpé, UTG Roi 5 pour payer deux fois sur un board aussi dangereux. Bon, c'est clair que je peux pas ici bluffer, quoi. Je peux pas avoir moins que Roi 5. Donc là, payer, c'est n'importe quoi. Il aurait pu sur-relancer, là, ça aurait été un bluff chiant, mais... Bon, là, je vais pas rentrer dans les détails de si, qu'est-ce que je fais s'il me sur-relance. C'est une question qu'il faut se poser. Euh, Honnêtement, c'est chaud s'il me sur-relance. Mais, bon, là, on a vu la range. En tout cas, il pouvait pas nous sur-relancer si on avait bien fait la range, parce qu'on a enlevé les 10. Le fait qu'il check... arrive. Donc voilà, ce que j'ai fait, j'ai essayé d'utiliser toutes les informations euh, que je connaissais afin de maîtriser le range. Alors bon, j'avais vu les jeux avant, hein, je vous dis, n'allez pas croire que j'ai fait ça non plus, machin, mais le fait est que voilà, je reprends, le fait c'est que j'avais beau avoir fait les jeux avant, quand j'ai joué, je connaissais pas les jeux, et puis j'ai dû prendre les décisions de manière beaucoup plus rapide. Et quand j'ai voulu préparer effectivement cette masterclass, j'ai repris les jeux et j'ai regardé, je me suis dit ah oui, on reprend les ranges et finalement je me suis dit que j'avais bien joué les coups. Et c'est beaucoup plus dur à faire sans effectivement sans réfléchir ou en réfléchissant juste un peu. Alors je vais finir, la vidéo est assez longue, hein, c'est une vidéo un peu poussée, en plus j'ai eu du mal à la faire donc autant la faire bien.
avec des notions, différentes notions sur les ranges. La première de ces notions, c'est la range capée. Alors la range capée, c'est ce que j'ai utilisé. En gros, une range est capée quand elle est amputée des meilleurs jeux. C'est-à-dire que le mec, il impé UTG. Euh, bon, clairement, quand il imp UTG, c'est un 40-18, donc un agressif, mais qui paye beaucoup. J'ai enlevé tous ces meilleurs jeux, As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, ces jeux-là, il les aurait relancés. Donc j'ai donné un autre exemple, Connie paye au bouton avec après un limbe de 3 personnes. Clairement, sa range est large, mais euh, il va pas limper quand il y a 3 personnes As Roi Roi, parce que c'est dangereux, parce qu'il a envie de faire grossir le pot, parce que machin. Il aurait relancé. Du coup, comme moi je sais qu'il est bon, je vais enlever ces jeux-là de sa range. Donc c'est une range capée. Alors il faut éviter d'avoir une range capée. C'est pour ça que des fois c'est intéressant de limper ou de relancer les as. Il faut éviter d'avoir une range qu'on dit capée, puisque quand la range est capée, forcément l'autre nous met sur des jeux de manière plus précise. Finalement, on a beau jouer large, ça sert à rien, puisque si on a une range capée. Alors, comment ne pas avoir une range capée aussi, là c'est clair, mais on peut ne pas avoir une range capée, alors soit en mixant, c'est ce qu'on va voir ensuite, soit aussi en relançant. Parce que là, par exemple, le mec avait une range capée, mais énorme. Euh, mais s'il faisait ça, s'il relançait 38% du temps et qu'il jouait 40% du temps, je peux pas dire clairement que s'il limp, c'est qu'il a. Alors s'il limp, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Quel jeu il va décider de limper? Est-ce que du coup c'est le 2% des gros jeux? Est-ce que c'est. Voilà, ça va me faire poser des questions là. Ce qu'il y a, c'est qu'il était assez finalement, il avait un jeu assez straightforward, c'est-à-dire qu'on comprenait assez facilement, on pouvait enlever ses moins bons jeux, et c'est effectivement ce qu'il avait. Donc il faut éviter justement d'avoir qu'on puisse vous mettre sur une range capée. Mais c'est un concept qui est très intéressant contre des joueurs qui sont justement pas très forts, puisque il y a énormément de joueurs qui vont relancer, et dès que le jeu est plus assez bon, bah, ils vont arrêter de relancer. Donc quand ils relancent pas, bah, c'est clair que c'est forcément pas un bon jeu. Un autre concept, c'est la range mixée ou range mergée, donc c'est la même chose en gros. Alors que j'ai dit quand la range est discontinue, donc ça je vais vous montrer ce que ça veut dire pour moi, en tout cas. Alors elle est discontinue, en gros une range continue, ça va être, voilà, là je prends une range et les jeux se suivent en gros. Si je commence à la mixer, c'est-à-dire je rejoue ces jeux-là, plus Dame 6, Valet 6, Dame 5, Valet 5, et puis ça, suité. Voilà, ça c'est une range qui est mixée, donc là, on joue à la fois ces jeux-là et à la fois les jeux, on va dire, classiques. Alors, pourquoi mixer une range? Donc, pourquoi mixer une range? La première raison, c'est par exemple ce que j'ai dit, Vince il 3 bet Connie avec 10-10 plus, As-Dame suité ou As-Roi, et il se contente de payer avec les pocket pairs, voilà, As-10 suité, etc. Mais Connie, du coup, il va relancer beaucoup. Donc soit il continue à payer tout, mais il y a un intérêt vu que Connie relance beaucoup, sa range de relance est importante. Donc on va mixer la range, Vince va mixer sa range, avec des jeux qui sont bon, intéressants, mais qui sont pas du tout dans sa range à la fois de paiement et à la fois de 3 bêtes. Donc il va mixer sa range de 3 bêtes avec Roi Valet, As 10, Dame Valet. C'est des jeux qu'il aurait dû fold, normalement. Et du coup, en les mixant, ça devient des 3 bet light, ce qu'on appelle des 3 bet light. Ce qui permet, du coup, d'avoir. Alors, quels sont les objectifs, enfin les intérêts de mixer la range? C'est si quelqu'un vous étudie, etc., il peut pas vous mettre sur des jeux comme cela. Parce qu'il n'y a aucune raison que vous jouiez normalement ces jeux-là, si vous êtes logique. Pareil, en gros, c'est ça. Mixer sa range, ça permet de se cacher de l'adversaire. Alors, l'inutilité de mixer sa range, c'est à notre niveau,
Il y a extrêmement peu de personnes qui connaissent déjà les ranges de base. Donc le fait d'avoir une range mixée va faire qu'en fait on va jouer des jeux plus faibles. Donc c'est ça le problème, c'est que quand on 3 bet light, on 3 bet avec des jeux faibles, donc quelque chose qui va arriver. Et honnêtement, si on joue moins de 5 euros, de toute façon les gens vont pas s'attarder sur notre range de 3 bêtes et du coup vont soit partir à tapis, soit nous payer. J'ai été payé avec bah tiens, j'ai été payé avec Valet 9 par Vince la dernière fois que j'ai 3 bêtes, pourtant j'étais clairement en value. Euh, voilà, ce genre de choses. Donc ça c'est un concept qui est extrêmement connu à très très haut niveau, qui par contre on peut attendre je pense un peu avant. Mais donc voilà les intérêts de mettre la range. Donc l'adversaire peut pas définir une range pour notre jeu facilement. Et il y a un autre intérêt que j'ai pas donné, c'est le fait de mixer la range, ça donne l'impression qu'on va jouer plus de jeux. Donc on élargit notre range. Alors qu'en fait on n'élargit pas notre range, on a notre range qui est toujours la même, plus une autre partie de la range qui là est faite pour justement piéger l'adversaire. Voilà. En gros, élargir sa range, ce serait alors, élargir sa range, ce serait rajouter des jeux. Voilà, par exemple, je joue ça, mais j'ai envie de jouer plus large. Alors, je vais élargir ma range. Voilà. Alors que mixer sa range, c'est vraiment jouer des jeux qui n'ont aucun rapport avec les jeux précédemment, quoi. Pour piéger l'autre, pour qu'il s'attende pas du tout à ce qu'on soit là-dessus, etc. Donc, je le redis, c'est vrai que c'est quand même, de manière pragmatique, c'est quand même quelque chose d'assez high level. Et bien sûr, les inconvénients, donc on joue des jeux plus faibles qu'on devrait, donc si on veut gagner les coups, il faut bluffer plus souvent, donc il faut être plus au taquet, il faut réussir à mieux lire l'adversaire, donc il faut être meilleur. C'est pour ça qu'il n'y a aucune raison de merger sa range si déjà on sait pas, on n'a pas une range de 3 bêtes qu'on connaît bien. Et voilà, là j'ai pris des jeux au hasard, clairement Dame 5 off, ça sert peut-être à rien de le merger, il faut peut-être merger avec des jeux qui ont un fort potentiel au cas où il se passe quelque chose, comme 5-6 suité, 7-8 suité, qu'on n'est pas censé 3 bêtes, mais tout à coup on va les 3 bêtes parce que. Ou alors le, enfin, le top de la range de fold, par exemple le roi valet, bah, c'est trop faible pour payer parce qu'on est en dessous de la range de Connie. Mais en même temps c'est un bon jeu, donc si on 3 bet light et que Connie nous fait que payer, on va pouvoir bluffer plus facilement. Parce que si on 3 bet light 7 et 2, bah on va se retrouver la plupart du temps dans la merde. Mais bien sûr, l'inconvénient, c'est que comme le jeu est plus faible que notre 3 bêtes, déjà on représente des jeux meilleurs. Et si on tombe sur roi, une top paire roi, si Connie lui avait roi dame, et bah voilà, on se sent pas la fun. Bon après, il faut savoir mieux jouer. On va passer à un autre concept rapidement, parce que là ça commence à faire longtemps, la range polarisée, qui n'est pas tout à fait la même chose que la range mergée, donc ça vous en avez déjà entendu parler. C'est lorsque la range contient de très bons jeux ou de très mauvais jeux. Et des très mauvais jeux. C'est-à-dire, vous avez soit un bon jeu, soit un très mauvais jeu. C'est-à-dire que soit vous avez les nuts, soit vous avez rien, vous avez R. On entend beaucoup ça à la rivière, de se mettre à polariser sa range. On peut le faire pré-flop, c'est un peu plus difficile. Par exemple, je 4 bet Connie, je le fais avec Dame Dame Roi Roi As 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 Roi, donc clairement ma top de ma range, les nuts. Et puis je 3 bet aussi, je 4 bet aussi, avec 7-8 suité et 7-2. Alors clairement ma range est polarisée parce que quand je 4 bet Connie, soit j'ai les nuts, soit j'ai rien du tout. Et alors bon, l'utilité d'une range polarisée, c'est justement, euh, elle est double. En fait, le but c'est de bluffer avec des ranges. Voilà, par exemple, si je 4 bet avec 7-2, clairement c'est un bluff. Et Connie va me croire, sans doute très souvent. Et du coup, il va se dire, ok, bon, il a 4 bêtes, il représente beaucoup, etc. Soit de se faire payer avec les nuts. Parce que si on 4 bêtes que Dame Dame Roi Roi As As, bah on va se faire payer que par As As. Il a aucune raison d'y aller. Alors que si je suis dans un cas où ma range est polarisée, que lui le sait, il va se dire oh putain sa range est polarisée, j'ai presque autant de chances que qu'il fasse ça avec rien du tout.
ou qu'il fasse ça avec quelque chose, voilà, soit il a touché le maximum, soit il a rien du tout. En fait, les ranges polarisés, c'est souvent ce qui se passe à la rivière, quand les joueurs mettent beaucoup à la rivière. On se dit, bah, soit il a touché la couleur max et il veut essayer de rentabiliser, bah, soit il a rien et puis il veut me faire croire qu'il a la couleur max. Et du coup, bah, est-ce que je le paye? Et en réfléchissant, on peut se mettre à payer une mise très chère alors que bah, le mec il a couleur max. Donc voilà. D'où l'intérêt de faire des ranges polarisés. Bon, on verra. Euh, la range perçue. Alors la range perçue, ça c'est un concept, hein, c'est pas forcément. En gros, c'est l'image. C'est en quelque sorte l'image qu'on a. C'est la range perçue, c'est la range que l'adversaire pense que l'on a. Ce qui nous fait plusieurs types de range que j'ai rappelé. En fait, il y a la range réelle. Donc il y a la range que j'ai en vrai, c'est-à-dire que personne ne connaît, mais qui est là dans l'air. J'aurais dû jouer ce type de jeu. Enfin, je vais jouer ce type de jeu à ce moment-là parce que je suis dans cette ambiance-là, je suis dans cette volonté-là, etc. Il y a la range que l'on pense avoir, c'est-à-dire la range, bah moi je pense que dans ces moments-là, je joue tous ces jeux-là. C'est pas forcément vrai, mais on pense savoir. La range que l'on pense représenter, c'est-à-dire la range que je pense que l'autre, voilà, que j'essaye de représenter à l'autre. Et la range perçue, c'est-à-dire que la range c'est-à-dire que la range que l'autre pense qu'on a. Et ça, il faut savoir que quelle range on pense que, alors, quelle range on pense que l'autre pense qu'on a. Parce que si vous savez, par exemple, qu'il vous met sur des jeux très forts, bah, vous allez pouvoir bluffer avec l'apparition d'un as. Alors que si clairement il vous met sur des jeux très faibles, qu'il y a As-Roi 8 qui sortent, bon bah si vous commencez à bluffer, ça paraît bizarre quoi. Il n'y a que Broland 8 qui. Donc c'est très intéressant d'essayer d'avoir toutes ces ranges là, mais évidemment c'est de plus en plus dur quoi. La range réelle on peut pas la connaître, la range que l'on pense avoir, bon ça on peut maîtriser, mais voilà, la range que l'on essaye de représenter, et puis ça on peut pas, la range perçue, les adversaires selon leur niveau va percevoir notre range totalement différemment quoi. Et enfin, je veux parler de dynamique de range. Qu'est-ce que c'est que la dynamique de range? En fait, ça c'est clairement beaucoup plus évolué. C'est en gros comment vont évoluer les ranges, parce que les ranges sont non seulement dépendent d'un tas de critères entre nous, mais du coup elles évoluent en permanence. C'est-à-dire qu'on peut pas dire UTG plus 1, je relance, machin. Non, ça va dépendre de comment les joueurs ont évolué. Par exemple, jeu à 20 blindes dans HU, on a un joueur A qui est peu actif, donc le joueur B a beaucoup de blindes. Donc le joueur B va penser automatiquement que A est serré. Du coup, le joueur A, bah hop, il élargit sa range, il vole plus de pots. Mais du coup, sa range s'est élargie, donc joueur B, il élargit forcément ses ranges de call et de 3 bêtes. Il va 3 bêtes plus souvent, il va payer plus souvent parce qu'il sait que maintenant A joue plus de jeux. Comme la range de call et de 3 bêtes de joueur B s'élargit, A va réduire sa range de relance. Alors c'est pas vraiment un jeu à 20 blindes. Hein. Il va réduire sa range de relance et il va merger sa range de 4 bêtes par exemple. Puis le joueur B du coup va réduire sa range de 3 bêtes pour faire face aux 4 bêtes de joueurs A qui sont énormes, etc. Et en fait ils vont adapter leur range à l'adversaire et théoriquement, s'ils sont intelligents et qu'ils le font bien, ils devraient finalement arriver à une sorte de compromis, c'est-à-dire un équilibre de Nash, s'ils jouent suffisamment longtemps, on va dire, ensemble, et tout ça on va dire, par tâtonnement. Par tâtonnement, ils vont dire, attends, ah, je fais ça, donc moi je vais faire ça en rappel, etc. Bon, en gros, c'est ce dont parle Manu B quand il parle de dynamique de range, que en fait, maintenant les ranges, c'est juste des ranges qui se rencontrent. C'est pas un jeu contre un jeu, c'est une range contre une range, mais c'est pas seulement mon jeu contre la range de l'adversaire, c'est aussi ma range contre la range de l'adversaire qui est important. Ça, c'est clairement euh, beaucoup plus dur. Donc je vais finir là-dessus, sur ce côté plus dur. J'espère que cette vidéo, donc sur des concepts plus avancés, vous a plu. Et puis on repartira, c'était la dernière vidéo dans les ranges, main de départ, etc. On va partir sur des choses plus mathématiques, je crois, la prochaine fois. Voilà, bon bah à la prochaine vidéo alors.